Quand on parle de non-violence, on se demande toujours si elle est efficace. Jean Gosse pourrait-tu montrer, à travers des exemples vécus, comment la non-violence est efficace? D'abord au plan social et économique, face à une injustice. Ensuite au plan politique, face à une dictature. Et enfin au plan militaire, face à l'invasion d'un pays. Oui, pour moi, la non-violence peut résoudre tous les problèmes, tous les conflits, parce qu'elle est mathématique. Pour qu'il y ait une injustice, il faut deux groupes d'hommes. Un groupe qui fait l'injustice, consciemment ou inconsciemment, et un groupe qui subit, qui souffre l'injustice, ou qui est obligé d'y participer pour pouvoir manger. Une fois qu'on a compris cette structure de l'injustice, on voit tout de suite comment il faut attaquer. Je vais donner un premier exemple. Un groupe de Noirs aux États-Unis viennent de subir une injustice comme il s'en passe des centaines tous les jours dans toute l'Amérique du Nord. La ségrégation dans les autobus et sur tous les plans donne aux Noirs une situation de sous-race, de sous-homme. Pour la première fois, les Noirs vont faire une action non violente sans le savoir. Ils descendent tous de l'autobus en signe de désapprobation. Ils vont chez le pasteur Martin Luther King et ils lui disent: est-ce qu'il n'y en a pas assez de faire toutes ces injustices? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire la révolution? Si, dit le pasteur Martin Luther King, c'est exactement le moment de faire la révolution. Parce que c'est toujours exactement le moment de vivre l'Évangile. Exactement le moment d'être un homme à part entière. Or, il n'y a rien de plus révolutionnaire que l'Évangile. Il n'y a rien de plus révolutionnaire qu'un homme à part entière. Mais, leur a-t-il dit, faites attention. Pour qu'il y ait une injustice, comme je viens de le dire, il faut qu'il y ait deux groupes d'hommes. Un groupe qui fait l'injustice consciemment ou inconsciemment, et un groupe qui l'a subi ou qui est obligé d'y participer pour pouvoir manger. Chaque fois que nous, Noirs, nous montons dans un autobus ségrégué, nous participons à l'injustice de la ségrégation. Nous la soutenons. Elle s'appuie sur nous. Sans nous, elle ne pourrait pas exister. Dès que ce groupe de Noirs a compris cette vérité mathématique, ils ont écrit cela sur des papiers et ils ont distribué aux 50 000 Noirs de Alabama. Quand les 50 000 Noirs ont été conscientisés à cette vérité, ils ont décidé de commencer la lutte. Ils ont écrit aux autorités de la ville pour leur demander de supprimer cette loi injuste de la ségrégation. Un Noir était égal à un Blanc. Et le Christ était mort aussi bien pour les Blancs que pour les Noirs à égalité. Les Blancs ont ri. Ils étaient estomaqués que des Noirs osent poser un problème pareil. Ils n'ont rien répondu. Les Noirs ont écrit une deuxième fois, puis une troisième fois, pas de réponse. Finalement, ils ont décidé, à un jour fixé, de refuser de monter dans les autobus ségrégés et de marcher à pied à leur travail. Quand les Blancs les ont vus marcher à pied, ils ont ri. Eh bien, si c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour lutter contre l'injustice de la ségrégation, ce n'est pas bien méchant, hein? Ces Noirs, ce sera toujours des pauvres types. Ils peuvent bien marcher jusqu'à crever. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Ça ne nous fait pas de mal à nous. Ils ont raison. La non-violence n'attaque pas les corps. Elle attaque les consciences et les structures injustes. Les Blancs ont ri, mais au bout de 3 mois, la plus grande compagnie d'autobus de Alabama était au bord de la faillite. Elle avait perdu $1 million. Et évidemment, quand ça touche le portefeuille, ça vous ouvre la conscience. Hein? Et alors, ce dialogue que les Noirs voulaient entreprendre avec les Blancs pour supprimer cette loi injuste, c'est les Blancs
qui sont venus dialoguer avec les Noirs. Et un dialogue très concret. Vous avez raison. La ségrégation, c'est une injustice. Prenez nos autobus. Ils ne seront plus ségrégés. Non, ont dit les Noirs. Ce n'est pas une faveur que nous vous demandons. Il y a une loi injuste, il faut la supprimer. Les Blancs ont répondu, mais nous ne sommes pas des hommes de loi, nous ne pouvons pas changer la loi, nous ne pouvons rien faire. C'est bien ce que nous disons tous devant une injustice. Nous sommes trop petits, on ne peut rien faire. Le pot de terre contre le pot de fer, etc. Si, ont dit les Noirs, on peut toujours faire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Faites comme nous. Comment comme vous? Témoignez. Comment témoigner? Nous sommes tellement enfermés dans notre système, conditionnés, emprisonnés, que nous ne trouvons plus ni les portes ni les fenêtres pour sortir. Les Noirs ont dit, la ségrégation est une injustice. Oui, oui, c'est une injustice. Alors, dites-le. Dites la vérité. Dénoncez l'injustice. Refusez d'obéir aux lois injustes, aux structures injustes. Les Blancs ont répondu, mais à qui voulez-vous que nous disions ça? Et aux autres directeurs de compagnie qui n'ont pas compris? Réponse des Blancs, que nous faisons tous. Mais ils ne peuvent pas comprendre, c'est des imbéciles, c'est des réactionnaires, c'est des conservateurs, etc., etc. On juge l'autre. Est-ce que le Christ n'aurait pas pu dire à son Père, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille leur dire la vérité aux hommes? Ils ne comprendront pas, ils me cloueront sur la croix, ils me tueront. Or, il est venu, malgré cela, dialoguer avec nous et nous a aimés vraiment. Les Noirs ont répondu, et vous, Blancs, est-ce que vous avez compris? Oui, oui, nous avons compris. La ségrégation, c'est une injustice. C'est parce que vous êtes super intelligent que vous avez compris, vous? Non. Si vous avez compris, c'est parce que la vie, à travers notre refus de monter dans vos autobus ségrégés et le million de dollars que vous avez perdu, la vie vous a fait comprendre. La vie où Dieu, par sa grâce, c'est la même chose. Et la vie où Dieu ne vous demande pas de convertir les autres. Elle ne vous demande qu'une chose, une seule. Témoigner. Dire la vérité. C'est tout. C'est lui, et lui seul, qui incline les cœurs et qui convertit les âmes. Pas nous. Mais il ne peut le faire qu'à une condition. C'est que nous y croyons et que nous nous engagions. Dès que les Blancs ont compris cette vérité mathématique, alors ils sont venus marcher avec les Noirs, témoigner avec les Noirs. Et évidemment, si ni les Blancs ni les Noirs ne prennent les autobus, alors, qu'est-ce qui arrive? Toutes les compagnies d'autobus arrivaient au bord de la faillite. Et au bout de 1 an et 18 jours de marche, la pression économique d'abord, politique et morale des Noirs était si forte sur la conscience de l'opinion publique que toute l'opinion publique demandait qu'on supprime cette loi injuste de la ségrégation dans les autobus. Les Noirs avaient obtenu en 1 an et 18 jours de marche ce que la guerre même de sécession n'avait jamais pu obtenir. En Amérique latine, à Medellín, en Colombie, nous faisions un séminaire sur la non-violence. C'était en 1968, les premiers séminaires que nous donnions en Amérique latine, et il y avait surtout des intellectuels. On avait choisi spécialement un bidonville. Les premiers jours, les participants logeant chez les habitants, c'était un peu la glace. Puis petit à petit, la glace a craqué, il est arrivé un orage, les gens se sont retrouvés dans la boue ensemble, ça a brisé la glace et les langues se sont déliées. Qu'est-ce que vous faites dans ce séminaire? Nous étudions la non-violence. Hein, et qu'est-ce que c'est que la non-violence? Eh bien, d'après les moniteurs, il paraît qu'avec la non-violence, on peut tout obtenir. Ah! Mais alors c'est pour nous, alors? Comment pour vous? Oui, nous sommes ici dans un bidonville, il n'y a ni l'eau, ni l'électricité, ni les routes, ni les écoles, ni... il n'y a rien.
On a besoin de tout. C'est à nous qu'il faudrait faire un séminaire comme ça. Ah bah demandez aux moniteurs. Et alors ils sont venus nous demander un séminaire. Nous étions un peu embêtés. On leur a fait quand même un séminaire de 2 jours. Je reviens 3 ans après. Et en arrivant à l'aéroport, je vois des délégations qui s'amènent. Je dis, tiens, ils reçoivent quelqu'un. D'un coup, on me dit, vous savez, c'est pour vous. Pour moi? Oui, oui, venez. Et en effet, je reconnais des gars, des bidonvilles. Oh, je dis, vous êtes fous de faire un truc pareil, mais d'abord, je ne peux pas venir, je pars à la faculté catholique, et... Mais non, on est allé, et ils nous ont donné la matinée, vous êtes avec nous toute la matinée, venez avec nous. Et ils m'emmènent dans le bidonville. Et je vois la Jeep là, qui monte sur une route toute neuve. Je dis, tiens, vous avez une route? Oui, oui. On l'a commencé, et le gouvernement l'a fini. Ah ben, je dis, très bien, très bien. Et vous voyez pas les poteaux là? Oui, c'est les poteaux électriques. Oui, on a l'électricité. Ah. Et je vois arriver un cortège. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est pour vous. Pour moi? Oh, vous êtes ridicule. Il y avait devant les enfants avec les banderoles, les femmes, les hommes, et on arrivait au village. Vous voyez la fontaine? Je dis, pas possible. Regardez ça, voyons, on bâtit l'école, là, et etc., etc. Ah ben, je dis ça alors. Comment vous avez fait? Ben, comme vous nous avez dit au séminaire. Oh, je dis, écoutez, moi je vous ai dit ça théoriquement, mais pratiquement, expliquez-moi comment vous avez fait. Et là, ils m'ont expliqué. Nous sommes descendus à la mairie, dans la grande ville, et nous avons demandé l'eau. Le maire nous a promis l'eau, etc., etc. Nous y avons cru, et au bout de 3 mois, toujours pas l'eau. Nous sommes revenus. Oui, ben, vous allez avoir l'eau, n'ayez pas peur, etc. Pas d'eau. Alors bon, nous avons décidé de mener une action. 150 hommes ont pris des récipients, sont allés jusque sur la place de la grande ville, où une fontaine lumineuse, crachant l'eau jour et nuit sans arrêt, inondait la place. Ils faisaient là semblant de remplir leur bidon de leur récipient, et en cortège allaient jusque devant monsieur le maire. Et là, ils faisaient semblant de vider leur récipient vide. À la 3e fois, tout le monde leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Nous disons la vérité. Quelle vérité? Nous n'avons pas l'eau là-haut. Et ici, vous la gaspillez dans une fontaine lumineuse qui a coûté des millions. Finalement, le maire est sorti et leur a dit, mais oui, on va vous mettre l'eau, je vous promets, etc., etc., etc. 3 mois après, il n'y avait pas l'eau. Alors c'est les femmes qui ont décidé à leur tour de mener une action. 150 jeunes mamans sont descendues près de la ville. Et là, se sont partagées en 10 groupes de 15. Le premier groupe, avec leur bébé de 6 mois à 1 an, elles se sont avancées vers la fontaine et dans les plaques d'eau sale, les flaques d'eau sale qui, autour de la fontaine, se sont mis à laver leur bébé. Tout le monde a crié au scandale. Mais vous êtes folles, qu'est-ce que vous faites? Vous allez leur faire attraper toutes les maladies du monde. Qu'est-ce que vous faites là? Nous disons la vérité. Quelle vérité? Nous n'avons pas l'eau là-haut. Nos enfants, nous sommes obligés de les laver dans les flaques d'eau. Voulez-vous que nous les lavions? Votre linge que vous nous donnez à laver, on les lave aussi dans les flaques d'eau. Est-ce que c'est normal alors que vous gaspillez l'eau ici dans une fontaine qui a coûté des millions? D'un seul coup. Grand rassemblement sur la place, des ordres établis. Le gouvernement, dans tous les pays du monde, c'est la même chose, envoie les anges gardiens, la police, qui rétablit l'ordre, chasse toutes ces femmes. Une fois que l'ordre est rétabli, la police s'en va. La 2e délégation s'amène. Rebelote. Même chose. La 3e délégation s'amène. Récidive, donc double répression. On emmène les femmes avec leurs bébés en prison. Plus on fait la répression contre les non-violents,
et plus la vérité qu'ils défendent conscientise l'opinion publique. La force des non-violents, c'est l'opinion publique ouverte, qui découvre les problèmes. Il est 11 heures. Les femmes de la haute classe, qui ont pris leur bain parfumé le matin, sortent en ville. Vous ne savez pas? Eh bien, il y a des femmes qui viennent laver leur bébé dans les flaques d'eau de la fontaine. Pas possible. Oh, on a raté ça. Mais vous n'en faites pas, ça recommence, il paraît. Pas possible. On cavale. C'est vrai. Une 7e délégation s'amène vers la fontaine et lave leur bébé. Les femmes sont scandalisées. Elles s'amènent vers les... Qu'est-ce que vous faites là? Nous disons la vérité. Mais quelle vérité? Nous n'avons pas l'eau, etc., etc., etc. Ces femmes analphabètes ont cru que les femmes de la ville, y compris les bourgeoises, avaient elles aussi une conscience et qu'elles étaient capables de comprendre la vérité d'une situation injuste. Ces femmes ont dit, ça ne suffit pas ce que vous faites là. Venez avec nous, on va aller voir monsieur le maire. Elles ont été voir monsieur le maire. Le maire, voyant arriver des femmes de son milieu, de sa classe, prendre fait et cause pour une question tout à fait normale, naturelle, l'eau, a promis de mettre l'eau, ne serait-ce que pour garder sa place de maire aux prochaines élections. 3 mois après, il y avait l'eau. Dans l'action non violente, il y a un processus duquel il ne faut pas s'écarter. Toutes les paroles et toutes les actions doivent être des paroles et des actions de vérité, c'est-à-dire des paroles et des actions qui démontrent les mécanismes mêmes sur lesquels repose cette injustice. Je donne un 3e exemple, cette fois-ci au Brésil. Au Brésil, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde, les syndicats, comme dans les pays communistes, sont jaunes, c'est-à-dire sont au service du gouvernement ou du capitalisme. Un groupe d'ouvriers cherchait à créer un syndicat libre, neutre, ne dépendant pas de ceci ou de cela. Nous venions, ma femme et moi, de faire une conférence à Sao Paulo et un groupe d'ouvriers s'amène vers nous. Ils me disent, tu es syndicaliste? Oui. Alors viens avec nous, nous sommes en grève. Nous allons, ma femme et moi, à 40 km de Sao Paulo, à Pérouse, où en effet, depuis 4 semaines, 800 ouvriers s'étaient mis en grève. Parce que le patron s'était permis 4 mois de retard dans la paye des salaires. Il s'était permis également de prélever 5% du salaire de chaque ouvrier pour soi-disant lui construire une maison. Il y avait 3 ans de cela, il n'y avait pas encore la première pierre de poser, etc., etc. Devant toutes ces injustices, les ouvriers ont cessé le travail. C'est-à-dire, au lieu de détruire la machine, ils ont bloqué la machine. Ils ont refusé de participer à une injustice qu'ils subissaient. Le patron, 15 chaînes d'usines, des milliers d'hectares, le pouvoir économique, politique, financier et religieux. C'est lui qui a fait construire une des facultés théologiques des jésuites en plein Sao Paulo, où le maître de terrain vaut un prix d'or. C'est pas un bon chrétien? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout le pouvoir en main a éclaté de rire. Eh bien, on va bien voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur grève. On va la laisser pourrir. Et il n'a plus rien fait, il a laissé tomber. Dites-nous, quand une grève ne réussit pas chez vous, qu'est-ce que vous faites? En Europe, quand une grève ne réussit pas, c'est que on a mal calculé l'obstacle. On n'a pas pris les forces nécessaires pour vaincre l'obstacle contre lequel on s'attaquait.
Alors, on reprend le travail et on se prépare mieux à la lutte. Ah oui, mais nous, on ne peut pas faire ça. Et pourquoi? Parce que si on reprend le travail, il y a 100 000 chômeurs, il va nous liquider les 800 et il va en prendre 800 autres. Alors, maintenant, on est dans l'usine, on est tous en grève, on est tous là, on peut pas faire rentrer personne. Si nous reprenons le travail, il va nous liquider les uns après les autres. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez, je ne peux pas vous dire, moi, 20 ans de syndicalisme, ce que je n'ai pas fait. Mais si vous voulez, il y a un de mes camarades, Martin Luther King, là, aux États-Unis, qui est en train de développer une nouvelle forme de lutte, qui dépend d'un nouvel esprit, de nouvelles méthodes. Si vous voulez, je vais vous faire un séminaire sur ces méthodes dites de non-violence. Oui, faites-nous ça. Ma femme et moi, nous faisons un séminaire de 3 jours. Ce séminaire de 3 jours, renouvelé plusieurs fois, leur a permis de mener une lutte de 7 ans contre un des plus grands pouvoirs économiques et politiques du Brésil. Nous sommes revenus 1 an après. Ils étaient encore en grève. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez tenu? Eh bien, vous nous aviez dit que la ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas entre les hommes, entre les groupes d'hommes, mettant les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. La ligne qui sépare le bien du mal passe au milieu de chaque homme. Alors nous avons pensé que la grève, ce n'était pas une grève qui nous concernait nous tout seuls. Vous nous avez dit que tout travailleur dans le monde était concerné par une grève éclatant n'importe où. C'était la dignité de chaque travailleur et de chaque homme qu'on défendait dans une grève. Alors nous avons été conscientisés les autres usines, un peu partout. Et des centaines, des milliers de camarades, quand ils ont connu notre lutte et les moyens que nous employons pour vaincre, nous ont aidés, prenant une part infime sur leur salaire déjà minime pour nous aider. 1 an après, nous revenons. Je leur dis, mais comment avez-vous tenu? Eh bien, nous sommes allés voir les bourgeois. Nous avons trouvé que ce n'était pas juste que cette grève soit payée seulement par les ouvriers, les travailleurs, ceux qui subissent l'injustice. Ceux qui en bénéficient devaient au moins nous aider. Et nous avons cru qu'ils étaient capables de comprendre. Et nous avons fait rue par rue, maison par maison. 2 par 2, nous sonnions aux portes et nous disions, nous sommes en grève, devant telle et telle injustice, nous vous demandons de nous aider. Les gens étaient suffoqués. Ils envoyaient leurs chiens, ils nous claquaient la porte au nez, ils prévenaient la police. Pendant des semaines, nous avons fait ça. Finalement, un avocat a vendu une de ses voitures, puis une de ses villas. Nous en a donné le fruit. Puis, il a commencé à conscientiser son milieu. Nous avons vécu avec cela. Nous revenons, 3 ans après, ils étaient encore en grève. J'étais bouleversé. Je vais voir un des avocats qui les défendait, et je lui dis, écoutez, il faut faire quelque chose, on ne va pas les laisser encore 1 an en grève. Ah, il me dit, vous, les Européens, vous êtes des petits rigolos. Nous sommes encore à l'époque féodale, et vous voudriez qu'en 3 ou 4 ans de grève, nous arrivions à changer complètement la situation, brûler toutes les étapes, alors que vous avez mis des centaines d'années pour arriver à votre climat social en Europe. J'en dis, écoutez, il faut absolument faire quelque chose. Je vais voir les grévistes, on discute, je leur dis, écoutez-moi, vous avez conscientisé les ouvriers, c'est bien. Vous avez conscientisé les bourgeois, c'est bien. Maintenant, me disent-ils, nous conscientisons les hommes de loi. Je dis, comment ça? Nous avons attaqué le patron en procès. Tout le monde a ri. Mais vous êtes fous. Pensez, avec son argent, il va acheter tous les avocats et tous les magistrats. Oui, nous allons perdre. Mais voyez-vous, si après avoir expliqué aux juges et aux magistrats l'injustice que nous subissons, la justesse de notre cause et les moyens non violents de respect de l'homme avec lesquels nous luttons pour obtenir nos droits, si ces hommes, à cause de la corruption et des lois injustes,
nous condamne, nous les innocents, ils ne pourront plus dormir. La vérité attaquera leur conscience jour et nuit. Et s'ils se permettent de sommeiller, nous nous chargeons de les réveiller. Nous avons déjà 3 avocats sur 7 qui sont pour nous. Encore un petit effort et nous allons gagner. Oui, c'est bien. Mais il y a encore des classes que vous n'avez pas contactées. Les possédants, les dirigeants, la police, l'Église. Ah non, non, ne parlez pas de l'Église. Hein. D'abord, ils nous traitent de communistes, ils ne comprendront jamais rien. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que ce racisme? Alors, vous croyez que le Saint-Esprit peut tomber sur des ouvriers, sur des bourgeois, sur des hommes de loi, et pas sur des prêtres et des évêques? Ce n'est pas des hommes comme les autres. Il faut leur dire la vérité à eux comme aux autres. Ils y ont droit à la même chose. Et comme les autres, ils sont capables de se transformer. D'ailleurs, nous sommes là encore pour 3-4 jours. Si vous voulez, nous allons commencer avec vous. D'accord. Et nous avons commencé avec eux. Nous avons été voir l'évêque, le cardinal, le nonce apostolique. C'était la première fois qu'ils allaient porter leurs problèmes, eux, le peuple, aux autorités de l'Église. C'était la première fois aussi que les autorités de l'Église voyaient le peuple debout. Jusqu'à présent, le peuple était à genoux. Jamais on n'avait vu ça. Et ils ont commencé à, je dirais, attaquer l'Église. Un jour, en pleine assemblée épiscopale du Brésil, ils sont allés témoigner de l'action qu'ils menaient pour la justice de leur famille. Les évêques étaient tellement bouleversés que pour la première fois au monde, 37 évêques et cardinaux ont signé une pétition au gouverneur pour que justice soit rendue à ces ouvriers. Le 4e procès eut lieu. La pression a commencé déjà à être tellement forte que pour la première fois, le procès a été renvoyé pour vice de forme et manque d'information. Les ouvriers étaient fous de joie. Ils avaient perdu les 3 premiers procès. Alors là, le patron a commencé à avoir peur. Car qui vole un œuf, vole un bœuf. Et le patron n'avait pas seulement volé les ouvriers. La peur a changé de côté. Il a décidé de briser cette grève. Et il a donné l'ordre d'embaucher de nouveaux ouvriers. Et dites à ces nouveaux ouvriers qu'ils ne craignent pas les grévistes. J'enverrai la police. Les nouveaux ouvriers sont arrivés et se sont heurtés au piquet de grève. Quoi? Vous n'allez pas briser notre grève? Voilà 4 ans que nous luttons. Nous défendons là votre dignité et vos droits comme les nôtres. Ah, ne nous emmerdez pas avec la politique. Hein. Nous, on ne fait pas de politique. Nos enfants crèvent de faim, laissez-nous entrer. Ils ont bousculé tout, ils sont entrés. 2 jours après, les premiers camions de ciment chargés à bloc sortaient. Les grévistes étaient là, désespérés. 4 ans de lutte perdus. Parce que des hommes n'avaient plus le courage d'entendre hurler la faim par leurs gosses. Il faut avoir passé cela avant de jeter la première pierre aux ouvriers qui n'avaient plus le courage d'attendre. Un des ouvriers, un des grévistes, voyant les camions sortir, s'allonge brusquement devant. Un autre le voit, il en fait autant. Puis un 3e. Les camions s'arrêtent. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Sortez de là ou je vous écrase. Tu nous as déjà écrasés à moitié en brisant notre grève. Va jusqu'au bout de ta conception. Écrase-nous complètement. Peut-être après, ta conscience s'ouvrira. Tirez-vous de là ou j'embraye. Embraye. Ce n'est pas la conscience des nouveaux ouvriers qui a craqué d'abord. C'est celle des policiers. Pour ces policiers, ces grévistes, c'étaient des fainéants, de la racaille, de la vermine.
Et voilà que brusquement, il découvre des hommes capables de donner leur vie pour la justice et la vérité. Des hommes comme ils auraient voulu être, eux. Alors, ils sautent sur le marchepied du camion et disent au chauffeur, « Si tu en écrases un seul, nous t'arrêtons pour meurtre. » C'est là seulement que la conscience des nouveaux travailleurs a craqué. Ils ont vu le double crime qu'ils allaient commettre. Alors, bouleversés, ils sautent des camions et s'enfuient. La grève était gagnée. On rentre les camions. Le 5e procès eut lieu à la plus haute instance du Brésil. Le patron, pour la première fois dans l'histoire, fut condamné à payer les 7 ans de grève aux centaines d'ouvriers et fut cassé de son mandat de député fédéral. Les ouvriers ont touché 15 millions de francs lourds. C'était la première fois dans l'histoire. Seule la non-violence pouvait donner un tel résultat. Voyons voir maintenant un exemple face au despotisme du pouvoir et à la toute-puissance de l'armée. Au centre de la France, il y a un camp militaire depuis de nombreuses années. Il s'agit du Larzac. Il a été décidé par le gouvernement, sans en informer les paysans, d'augmenter de 13 000 hectares ce camp de 3 000 hectares. Les paysans ont appris cela par la radio, la télévision. Comme manque de respect de la personne humaine, il faut reconnaître que c'est très fort. Face à cela, ils ont voulu voir comment lutter. Déjà dans d'autres endroits, le gouvernement avait promis des terres aux paysans. Il avait promis de les rembourser, de les indemniser. Il y en a eu qui ont attendu 15 ans avant de toucher leur argent. D'autres n'ont jamais eu de terre. D'autres n'ont jamais pu se réinstaller. Et c'est devant cela que les paysans ont voulu mener une lutte. Ils ont demandé à des non-violents, Lanza del Vasto, Jo Pironnet, moi-même, de venir leur dire comment lutter par la non-violence pour conserver leur droit à la terre de leur père. Cette terre qui donnait la vie aux hommes. Voilà qu'on allait la transformer pour donner la mort aux hommes. Nous avons travaillé quelques semaines avec eux. Lanza del Vasto a jeûné 20 jours. Et chaque soir, les paysans venaient dialoguer avec lui. Ils ont compris que la lutte non violente exigeait un respect absolu de la personne humaine, mais que c'est dans ce respect qu'elle exigeait aussi la vérité et la justice. Et la justice nécessite que la terre que le Créateur nous a donnée soit employée pour donner la vie aux hommes et non la mort. Comment mener la lutte? Premier travail, faire connaître cette situation. Là, pour faire connaître cette situation rapidement, il fallait les masses médias. Ils ont fait une marche de tracteurs sur Paris. Ensuite, ils ont mené des centaines de brebis paître sous la tour Eiffel, dans le champ de Mars. Ces actions ont été diffusées dans la presse, dans les masses médias. Elles ont mis d'un seul coup tous les paysans de France au courant de la situation. La lutte a commencé. Les paysans, au début, ont mené les actions normales. Dialogue. Dialogue avec les autorités locales, puis avec Paris.
avec Paris toujours sans réponse. Impossible de voir les responsables du gouvernement. Les ordres arrivaient sans tenir compte ni de l'opinion des paysans, ni de toute leur action. Ces paysans avaient investi depuis quelques années et les terres étaient en rendement comme jamais elles ne l'avaient été. Le gouvernement était obligé de mentir sur la situation locale, en disant que c'était une terre qui ne valait rien, en disant que tout était abandonné. Les paysans ont montré que non seulement tout n'était pas abandonné, mais ils ont dû construire une école pour leurs enfants, tellement les jeunes prenaient place dans ce Larzac. La situation ne changeait pas. De plus en plus, on menaçait d'exproprier les paysans et même de les expulser. C'est alors qu'ils ont pris une nouvelle décision. Tous étaient des soldats. Ils avaient leur livret militaire. Ils avaient accompli leur devoir pendant la dernière guerre. Comment pouvons-nous défendre une terre qu'on nous prend? Où est notre devoir de défendre la terre de nos pères? Ils ont décidé de renvoyer leur livret militaire au gouvernement jusqu'à ce qu'il supprime ce décret qui les expropriait. Jamais on n'avait vu ça. Des paysans qui renvoyaient leur livret militaire. Jusque-là, c'était des travailleurs, des ouvriers, des étudiants, des intellectuels, des prêtres. Et voilà que maintenant, les paysans eux-mêmes disaient ce qu'ils pensaient et du gouvernement et de la situation qu'on leur faisait. Toute la France a porté cette action. On a fait une première manifestation sur le plateau du Larzac avec 50 000 personnes. On en a fait une deuxième avec 100 000 personnes. Les paysans s'étaient mis à labourer les terres qui servaient à donner la mort, à apprendre à tuer. Ils les ont semés. Ils ont fait une moisson. Et ce blé a été emporté aux Sahel pour les gens qui mouraient de faim. Un exemple unique dans l'histoire. Ils ont rendu à la terre sa vraie vocation, qui est de nourrir les hommes, et non pas de leur apprendre à tuer. Si les hommes du pouvoir avaient été des hommes qui acceptent encore des leçons, eh bien ils auraient pu comprendre que la leçon que donnaient ces paysans, non seulement à la France, mais au monde entier, nécessitait de changer nos structures mentales et militaires. Le gouvernement n'a pas eu l'air de comprendre. Ils ont continué l'action. Ils ont continué à labourer les terres. La lutte aujourd'hui a duré 8 ans. Les paysans ont toujours leurs terres. Mais la procédure a continué. Finalement, on a donné l'ordre de sécession, c'est-à-dire les paysans devaient quitter leurs terres. Toute la France a participé à la lutte. On a fait des jeûnes un peu partout. 75 villes en France ont jeûné. Il y a eu un jeûne à Paris, avec plusieurs personnalités non violentes et une dizaine de paysans du Larzac. Les paysans ont fait une marche à partir de ce jeûne de 700 km à pied sur Paris. Ils sont arrivés à Paris des milliers de paysans, des milliers de sympathisants et de personnes qui les soutenaient. Les responsables du gouvernement ont été obligés de recevoir les paysans. Ils leur ont promis qu'ils garderaient leurs terres. Mais, ils ont dit, il faut quand même élargir le Larzac. Nous ne savons pas jusqu'où iront les conséquences de la lutte aujourd'hui. Mais ce qui est déjà certain, c'est qu'il n'était pas possible de lutter par la violence, de prendre des mitraillettes, de tuer qui
Et quoi? Seule la non-violence, dans cette situation, pouvait espérer obtenir un résultat humain. Il n'est pas encore dit que les paysans ne l'obtiendront pas. Au plan d'une dictature, comment la non-violence peut-elle parvenir à transformer les situations d'injustice? Il y a de nombreux exemples de cela en Amérique latine. Nous espérons pouvoir donner un jour un livre complet sur ces dizaines, peut-être centaines d'expériences de peuples ne connaissant pas la non-violence, mais n'ayant pas d'autres moyens pour se défendre, pour défendre leurs droits, que de prendre des moyens, des méthodes non violentes. Les Guaranis, c'est un peuple du Paraguay qui a illustré cela d'une manière extraordinaire. Depuis des siècles, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui des communautés de base. Il faut dire que les peuples des Indiens, des Incas, des Aztèques, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, n'ont pu survivre que parce qu'ils se sont mis en communauté, que parce qu'ils ont été ensemble, et que parce qu'ils ont été d'une non-violence passive extraordinaire, d'une résistance passive extraordinaire. Sinon, il y a longtemps qu'ils n'existeraient plus. Ils auraient été massacrés par tous les Européens qui sont allés là-bas en conquistateurs. Cette non-violence passive, cette résistance passive, s'est transformée ces derniers temps en résistance active, en non-violence active. Elle est partie des communautés de base, comme toujours. Je dois dire que ces communautés de base sont vraiment le renouveau en Amérique latine. Il y en a des milliers au Brésil, en Équateur, un peu partout. Dans ces communautés de base, on essaye de tout mettre en commun. Mais la plupart d'entre elles commencent par la lecture en commun de l'Évangile. C'est une ambiance, c'est une situation qu'il faut regarder de près. Nos frères latino-américains ont été baptisés, mais n'ont pas été évangélisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas incarné un évangile que j'appelle, moi, révolutionnaire, comme est l'évangile dans toute son étendue. Et voilà que dans ces communautés de base, en lisant l'évangile, ils ont découvert que Dieu ne supporte pas l'injustice, ne l'accepte pas, et nous demande de lutter continuellement contre elle parce qu'elle écrase nos frères et nous-mêmes. Et voilà que, à la lecture de cet évangile, ils ont découvert qu'ils étaient un. Et si nous sommes un, alors immédiatement, nous avons ce réflexe de mettre en commun tout ce que nous avons. On avait pris les terres des Guaranis, les conquistateurs. Bien sûr, quelques-uns les avaient payées. Mais une fois qu'ils ont eu dépensé tout leur argent, l'argent qu'ils avaient reçu pour l'achat de leurs terres, ils n'avaient plus rien et ils ont dû se mettre au service des colonialistes, des conquistateurs, qui les ont exploités au maximum, au point qu'on leur refusait même les terres qui étaient incultes et que les Guaranis s'étaient mis à cultiver. Mieux que ça,
lorsqu'ils avaient cultivé une terre pendant 4 ou 5 ans, et que cette terre commençait à rapporter, alors on les leur prenait parce qu'ils n'avaient aucun papier comme quoi ils avaient acheté ces terres. Mais le peu de terre qui leur restait, ils les ont mis ensemble, en commun. Ils les ont travaillés. Et en même temps, ils faisaient une analyse de la situation. Cette analyse a été extraordinaire. Ils ont représenté la situation comme un triangle reposant sur sa pointe en bas. Évidemment, un triangle reposant sur sa pointe ne peut pas tenir. Pour qu'il tienne, il lui faut des piliers de chaque côté. Et ils ont découvert ces piliers un à un. Premièrement, le parti unique. Deuxièmement, la police. Troisièmement, l'armée. De l'autre côté, le commerce, l'enseignement, l'école et, l'Église. Et ils ont commencé à attaquer ces 3 piliers. Qu'est-ce que c'était que ces piliers? Des hommes. Des hommes qui, comme tous les hommes, ont un cœur et une conscience. Elle peut être tordue, elle peut être fermée à double tour. Être un homme, c'est l'ouvrir. Pour eux, avec la grâce de Dieu, c'était possible. En tout cas, c'était pour eux leur devoir. C'était un devoir pour eux de croire dans l'homme et d'ouvrir sa conscience. Évidemment, quel était le pilier qui était le plus près d'eux? C'était les religieuses, les prêtres. Donc, le pilier de l'Église qui soutient le système. L'Église au Paraguay avait droit au gouvernement. L'archevêque était dans le gouvernement. Ils ont attaqué les prêtres et les évêques. Non pas par la parole, parce qu'ils ne savent pas parler, mais en les invitant dans leur communauté. Et les prêtres ont vu comment ils vivaient l'Évangile, communautairement. Ils avaient mis en commun leurs terres. L'un d'eux, l'un des paysans, nous disait « J'avais la plus grande terre des villages. Et quand il m'a fallu la mettre en commun, la donner à tous, ah, j'ai souffert beaucoup. J'avais peur, je craignais. Mais une fois que j'ai fait ce pas, ça a été pour moi une libération. J'ai été tourné vers mes frères comme jamais je ne l'avais été. Je les aimais vraiment. C'est ce don de ma terre qui m'a fait découvrir l'amour de mes frères. Le découvrant moi-même, je leur ai fait découvrir. Ça a été pour nous formidable. Quand les prêtres ont vu cette mise en commun, ils ont dit c'est la première base de l'Évangile. Ils nous ont confirmé, nous le savions, mais ils nous ont confirmé dans ce que nous pensions. Puis, nous avons attaqué l'enseignement. Nous avons remarqué que dans l'enseignement, on faisait de nos enfants des piliers du système, des serviteurs du système. Ils ne pouvaient pas faire autrement, en sortant de l'école, que d'entrer dans le système. Et nous étions toujours les esclaves du système, nous. Alors nous avons fait l'école de cette manière. Le meilleur d'entre nous, qui savait le mieux cultiver la terre, on l'a mis professeur d'agriculture. Le meilleur d'entre nous, qui savait mieux faire les vêtements, on l'a mis professeur pour faire les vêtements. Celui qui savait mieux construire nos maisons en terre, on l'a mis professeur de construction, etc. Et évidemment, dans ces écoles, on ne parlait pas espagnol. On parlait notre langue des Guaranis. Le gouvernement, au début, a trouvé ça très bien. Il n'avait pas l'argent pour faire des écoles. Mais petit à petit, quand il a vu que ça ne servait pas à son système, alors il a voulu fermer nos écoles. Nous nous réunissions toutes les semaines pour lire l'Évangile ensemble.
Il était facile de nous attaquer, et c'est ce qu'il a fait. Mais avant, je voudrais dire quelque chose. Quand les prêtres ont vu comment nous vivions l'Évangile, ils sont venus travailler avec nous. Ils ont été très près de nous. Ils ont assisté à nos réunions de communauté de base. Ils ont redécouvert l'Évangile avec nous. Et un beau jour, nous avons posé la question. Pardon, monsieur l'abbé, est-ce que vous ne pourriez pas demander à l'évêque, au grand évêque, de quitter le gouvernement qui nous exploite? Ils ont dit c'est impossible, l'évêque ne comprendra pas. Nous avons dit, et vous, vous avez bien compris, monsieur l'abbé. Oui, mais parce que je vis avec vous, alors demandez à l'évêque de venir vivre avec nous, 15 jours, 3 semaines. Bien sûr, l'évêque a refusé au départ. Et puis après, devant l'insistance, nous sommes allés avec les prêtres voir l'évêque, et l'évêque est venu chez nous, et il a vu. Il est reparti. Nous avons demandé de demander au grand évêque, le cardinal, de se retirer du gouvernement s'il continuait à nous exploiter. Pour la première fois, toute l'Église, tout l'épiscopat a demandé au gouvernement que nos droits humains soient respectés. Et finalement, le cardinal a dit au gouvernement que s'il ne respectait pas les droits élémentaires, les droits humains élémentaires de notre peuple, alors il ne siégerait plus au gouvernement. C'était la première fois qu'un épiscopat latino-américain se mettait face à un gouvernement. Et quel gouvernement? Un gouvernement de dictature. Et l'Église s'est retirée du gouvernement. Quand le gouvernement a vu cela, alors il a attaqué nos communautés de base. Un beau jour, tous ceux chez qui se réunissaient les communautés de base ont été arrêtés et mis en prison. Nous sommes réunis pendant 15 jours, 3 semaines, puis nous avons décidé une action. Nous avons décidé de manifester devant l'endroit où étaient emprisonnés, enfermés, ceux qui nous avaient reçus chez eux. Et à 800, nous sommes allés devant cette maison où ils étaient enfermés. Quand nous sommes arrivés près de la ville, nous nous sommes étendus à 10 mètres les uns des autres. Nous occupions toute la place. Les militaires étaient là. Ils sont sortis avec leurs mitrailleuses. Nous n'avons pas bougé. Ils ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Nous n'avons pas répondu. Puis l'officier, commandant tout, est sorti. Il nous a regardés et il a choisi un prêtre. Il a dit « Viens avec nous ». Le prêtre n'a pas répondu. « Toi, viens avec nous ». Il n'a pas bougé. Si vous voulez dire quelque chose au peuple, dites-le à tout le peuple. Non, toi tu leur diras. Moi je suis le peuple avec lui, a-t-il répondu. Plusieurs fois, il est venu essayer, comme ça, de sortir deux de ceux qui lui semblaient les plus intelligents ou les meneurs. Ils ont refusé. Nous sommes restés là 4 heures. Il était 11 heures. La chaleur commençait à taper. Les officiers sont allés manger. Nous avions mangé nos pains de maïs. Chacun avait apporté un pain de maïs. C'est tout ce que nous avions pour manger. Puis quand nous avons fini, nous avons planté
le restant du pain devant nous, et nous sommes restés là debout. Les officiers étaient obligés de traverser tous nos rangs pour aller au restaurant. À la fin, 2 officiers qui étaient en arrière nous ont dit « Quel courage! Nous vous admirons. » Cela a été pour nous une vraie nourriture. Nous avions le sourire, nous étions heureux. En revenant, ils ont essayé à nouveau de dialoguer, à leur manière. Nous ne voulions pas de ce dialogue. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Nous avons répondu, « Vous le savez. Pourquoi posez-vous la question ?»« Rentrez chez vous. Et si vous ne vous réunissez plus, alors on libérera vos... » Nous resterons là jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Il y a eu un orage si fort que, en 5 minutes, nous étions tous trempés jusqu'aux os. Nous n'avons pas bougé. Devant toute cette fermeté, les officiers ont été ébranlés. Le soir, à 6 heures, ils libéraient tous les camarades. Mais en nous demandant de promettre de ne plus nous réunir. 8 jours après, nous recommencions nos réunions. Nous avons découvert aussi que le pilier de la police, c'était des hommes. Quels hommes? Et des Paraguayens comme nous, des Guaranis comme nous, qui servaient le système. Nous étions responsables d'eux. Nous devions attaquer leur conscience. Et l'occasion nous a été donnée. Au bout de 3 mois, le gouvernement a à nouveau emprisonné, mais cette fois-ci, tous nos prêtres. Dans un district plus grand que le village où étaient enfermés ceux qui réunissaient les communautés, ceux chez qui se réunissaient les communautés. Nous avons fait la même chose, mais cette fois-ci, nous étions 1200. Nous n'avons pris ni hachette, ni couteau, rien. Simplement notre pain de maïs. Et puis nous sommes arrivés dans la ville, nous nous sommes déployés comme la dernière fois à 10 mètres les uns des autres. Nous avons occupé toute la place et nous sommes restés là devant. Mais le chef, l'officier, était changé. Il demanda des chars, des automitrailleuses. Il nous menaça de nous tuer si nous ne partions pas. Nous n'avons pas répondu, nous sommes restés là. Il a demandé à la capitale du pays ce qu'il devait faire. Il lui a été répondu, nous l'avons su après, faites tout, n'importe quoi, mais ne versez pas le sang. Nous avons été menacés toute la journée. Nous n'avons pas bougé. Finalement, nous avons été, quelques-uns d'entre nous, dialoguer avec les militaires. Toi, tu étais avec nous. Ton père, ta mère, tes frères sont là. Est-ce que tu es entré dans les policiers pour défendre le peuple et les droits du peuple ou pour défendre des privilégiés, une oligarchie? Tu es nous-mêmes, nous sommes toi-même. Au début, ils n'ont pas répondu. Quelques-uns ont pleuré. Nous les comprenions. Eux, ils avaient tout ce qu'il fallait. Nous, nous étions dans la misère. Mais ce dialogue a été fantastique. Plusieurs ont retrouvé leur dignité humaine, leur vie avec le peuple.
se sont retrouvés du peuple, à un degré tel que bientôt ils allaient le montrer, sans le savoir. Vers 2 heures de l'après-midi, un officier est sorti. Si, dans un quart d'heure, vous n'êtes pas tous partis, alors j'envoie les automitrailleuses sur vous. Nous n'avons pas bougé. Au bout d'un quart d'heure, il est revenu. Il a menacé à nouveau, très fort. Nous n'avons pas bougé. Finalement, il a donné l'ordre aux chars d'avancer sur nous. Nous n'avons pas bougé. Mais au grand étonnement de l'officier, les chars non plus n'ont pas bougé. Alors il s'est fâché, il s'est mis en colère. Il a attaqué très fort et quelques-uns des conducteurs sont descendus de leur char et sont partis. Ils ont refusé. Ils ont retrouvé toute leur dignité d'homme et les autres n'ont pas tiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Ont-ils reçu des ordres? Ont-ils téléphoné? En tout cas, le soir, on a libéré tous les prêtres. D'autres faits semblables ont eu lieu. Mais rapidement, nous nous sommes aperçus que nous, les Guaranis, nous étions un tout petit groupe, très petit, que nous ne pouvions pas nous défendre contre cette force de la dictature. Mais que nous avions des frères dans tout le Paraguay, des frères chrétiens, et que toute l'Église devait participer à notre lutte. Alors a commencé une prise de conscience dans toute l'Église. De partout, nous avons reçu des témoignages. Les évêques ont parlé partout. Nous avons mené plusieurs actions dans ce sens-là. Mais bientôt, nous avons découvert que ça ne suffisait pas. Il fallait aller plus loin. C'est possible. La dictature n'est possible en Amérique latine que si elle est soutenue par d'autres pays. Et il fallait obtenir que ce soit internationalement que notre souffrance, les injustices que nous subissions soient connues internationalement. Et nous avons fait appel aux autres pays. Nous avons reçu des témoignages de partout. Finalement, le gouvernement a reçu des lettres, des télégrammes, par milliers. Il avait besoin d'argent, il demandait des crédits pour faire bonne figure et pour avoir cet argent. Non seulement il libérera les prisonniers politiques, mais il desserra son étreinte. La lutte continue. Nous ne savons pas jusqu'où nous irons. Mais nous avons déjà obtenu plus par cette attitude que aucune violence, aucune mitraillette n'aurait pu obtenir. Nous avons eu quelques morts, mais si nous avions pris la violence, nous en aurions eu 100 fois plus. Mais surtout, cette manière de nous défendre nous a donné une dignité de nous-mêmes, de l'homme, une découverte de l'Évangile, de la justice, de la vérité, qui pour nous est le plus grand bien de notre lutte. Je voudrais citer 2 autres faits qui sont presque classiques en Amérique latine. Le peuple, lorsque les intellectuels ne viennent pas le bousculer, a découvert cette manière de lutte qui ne provoque pas
la violence du gouvernement en retour. Voyez-vous? Chez nous, en Europe, nous faisons nos révolutions dans lesquelles tuer la vie, supprimer la vie, ce n'est pas un problème. Hein? On est fier même de donner sa vie pour sa patrie ou pour le parti ou pour la révolution. C'est-à-dire que nous n'attachons aucun prix à la vie. Or, en Amérique latine et souvent dans le tiers-monde, on attache un prix formidable à la vie. C'est le contraire de chez nous. Hein? On attache un prix formidable à la vie parce qu'on n'en a qu'une. Et que sans cette vie-là, ben, nos enfants ne peuvent plus vivre. Si nous mourons, c'est fini. Si nous allons en prison, c'est fini. Alors on attache un prix excessif à la vie. Et de ce fait, ceci les met dans une situation qui fait qu'ils recherchent comment lutter sans provoquer une violence du pouvoir contre eux. Deux faits sont assez classiques. Par exemple, un gouvernement avait décidé de construire des quais autour d'un fleuve pour faire des palaces, des hôtels, etc., etc. Et autour de ce fleuve, il y avait des bidonvilles. Des bidonvilles qui avançaient même sur le fleuve, sur des pilotis. Il y avait là tout un peuple. 35, 40 000. Et le gouvernement ayant décidé ça, fait mettre des affiches partout dans le bidonville en disant « Dans 3 mois, il faut que vous soyez partis de là, nous allons vous faire de belles maisons, etc. etc. » Les habitants des bidonvilles n'ont pas compris très bien cela, mais puisqu'on leur promettait des bonnes maisons, ils ont regardé « Est-ce que nous pouvons partir ?» Puis quand ils ont su qu'on allait construire des palaces et des hôtels, ils ont dit « Ça, c'est pas pour nous, on n'aura jamais l'argent pour payer ça. » Ils se sont réunis, quoi faire? Mais où aller? Si nous partons d'ici, nous mourrons de faim. Là, ici, on a les terres, on a travaillé, etc. On pêche le poisson, on a de quoi vivre. Où nous irons, il faut tout refaire. C'est pas possible. Ils sont restés. Au bout de 3 mois, nouvelles affiches. Si vous ne partez pas dans 3 mois, ils sont restés. Nouvelles affiches. Si dans 1 mois vous n'êtes pas partis, les bulldozers viendront détruire tout le bidonville. Ils se sont réunis, quoi faire? Si nous restons dans nos bidonvilles, ils sont capables de nous tuer sans nous voir. Alors il faut sortir de nos bidonvilles et qu'ils nous écrasent vraiment. Peut-être ils n'oseront pas. Et quand les bulldozers sont arrivés, ils sont allés au-devant des bulldozers. Et ils se sont allongés par terre. Et ils ont commencé à dialoguer avec les gars. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu étais comme nous, du peuple. Maintenant, tu as une bonne place, une bonne situation, d'accord. Mais nous, puis tes parents sont encore là. Tu vas pas nous écraser, non? Ce dialogue a été si fort que les bulldozers sont partis sans faire leur travail. Le gouvernement a dit, bien sûr, c'est pas des ouvriers qu'il faut envoyer, c'est la police. Le gouvernement a envoyé la police. Même travail. Les policiers sont revenus sans avoir tiré. Cela est arrivé 7 fois sur 10 en Amérique latine. On n'en a jamais parlé. Mais c'est vrai, 3 fois sur 10, la police a tué des dizaines, parfois des centaines de types. Alors là, la presse nationale et internationale en était pleine. Bien sûr, il y a des fois que les habitants des bidonvilles ont jeté des pierres contre la police, ont tué 1 ou 2 policiers. Et là aussi, la presse en était pleine. Mais toutes les actions de dialogue et de non-violence qu'ils ont fait, et les résultats qu'ils ont obtenus, jamais on ne l'a dit. Et nous-mêmes, pour savoir ces détails
Il nous a fallu questionner et re-questionner les gens, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas vu leur action non violente. Ils avaient vu simplement, ils s'étaient défendus, ils avaient essayé de tenir leurs droits. Ils n'en faisaient pas un plat comme nous avons besoin de le savoir pour voir comment luttent les gens, les pauvres et les petits. Une autre fois, quand les policiers sont arrivés, les gens, pour détruire leurs maisons et les faire partir des terres, les gens avaient confectionné des calicots de couleur de la bandera, c'est-à-dire du drapeau national. Ils avaient mis ça sur leur corps. Et allongé par terre, on pouvait lire sur la partie claire « Nous sommes citoyens de ce pays. Ces terres sont à nous aussi bien qu'à vous, données par le Créateur. Tuez-nous si vous voulez, mais nous resterons ici parce que nous ne pouvons pas aller ailleurs. » Les responsables étaient tellement suffoqués de cette vérité que des pauvres leur criaient aux yeux qu'ils refusaient 2-3 fois sur 4 de prendre la violence ou la répression. Bien sûr, 1 fois sur 4, ils prenaient la violence. 1 fois sur 4, ils tuaient. 1 fois sur 4, il y avait une contre-violence. Mais les 3 fois sur 4 où ils obtenaient des résultats concrets, ça on n'en parlait jamais. C'est arrivé à un de nos amis qui est responsable de la non-violence au Brésil. Il s'était occupé spécialement de la défense des ouvriers à Sao Paulo. Et voilà qu'un groupe de paysans viennent le voir. « Dites-nous, nous avons été chassés de nos terres pour construire la route ou le chemin de fer, je ne me rappelle plus. Et nous n'avons plus rien. Nous nous sommes enfermés dans une église. Le curé nous l'a permis. Mais nous ne pouvons pas continuer à rester là, nous sommes 80 familles. Et nous mourrons de faim. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. » Il est allé, son nom est Mario Cavallo de Jésus, il est allé au milieu de ces paysans. Et il a regardé toute la non-violence que ces paysans avaient déjà découvert. C'était fantastique. Avant de venir le voir, les guérilleros étaient venus dans l'église et avaient dit aux paysans « Mais ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Pensez bien que le gouvernement est plus fort que vous. Tout ce que vous ferez, le seul moyen, c'est de renverser le gouvernement. Venez avec nous. Nous avons à manger, nous avons des mitraillettes, nous pouvons préparer un retournement du pouvoir. » Nous avons dit, avant de faire ça, nous allons aller voir un homme qui, par d'autres moyens, obtient les droits des ouvriers à Sao Paulo. Et si nous ne pouvons pas, alors nous irons avec vous, les guérilleros. Il nous a dit, continuez à rester là. Je vais immédiatement alerter les différents organismes qui soutiennent au point de vue social. D'abord, le curé a alerté les paysans autour, qui nous ont apporté à manger. Mais il nous a laissés dans l'église. Est-ce que l'église n'est pas le refuge des pauvres et des persécutés? Est-ce qu'elle doit être seulement pour les concerts spirituels et tous les grands apparats? Est-ce que nous n'avons pas fait redécouvrir là, à l'Église, une part essentielle de son message?